Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, renforcement des relations multidimensionnelles, coopération Djibouti-Turc. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Allemagne, veuille d'hommage à travers toute l'Allemagne après les tueries racistes à Hanau. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous disais, la commission mixte Djibouti-Turquie qui a tenu sa 4e session les 18 et 19 février 2020 à Ankara, en Turquie. La délégation djiboutienne était conduite par son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti. Elle était composée du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussedawale, du ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, du président de la chambre de commerce, Youssouf Moussedawale, ainsi que de nombreux hauts cadres des différents départements ministériels. Rappelons que la délégation turque était présidée par Mehmet Kahit Turhan, ministre des Transports et des Infrastructures de la République de Turquie. Les deux chefs de délégation ont fait des exposés détaillés sur le récent développement économique dans leurs pays respectifs, examiner les relations multidimensionnelles qui existent entre les deux pays et ont réaffirmé leur détermination, rappelons-le, à poursuivre le développement de la coopération bilatérale dans le domaine d'intérêt. Le ministre turc des Transports et des Infrastructures, de son côté, a évoqué la situation des échanges commerciaux entre les deux pays qui ont connu cette année une croissance fulgurante qui seront amenés à augmenter avec l'établissement d'une zone économique turque-Djibouti-turque. À la suite de ces discussions, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre turc des Transports et des Infrastructures ont procédé à la signature du procès-verbal de la 4e session de la commission mixte ministérielle Djibouti-Turquie. Lors de cette session commission mixte, un accord portant la coopération entre le Centre de leadership d'entrepreneuriat de Djibouti et le Centre pour l'appui du PME et la Turquie dénommé Gozgeb a été signé par les deux responsables respectifs. À la fin de cet entretien, les deux ministres ont apposé leur signature à un protocole portant sur l'échange de terrain pour les missions diplomatiques des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné l'attachement de la République de Djibouti au renforcement des relations multisectorielles avec la Turquie qui sont illustrées par la réalisation des projets significatifs à l'instar du barrage de l'Amitié ou de la faculté d'ingénierie. Pour comprendre l'importance des rencontres comme celle-ci, la 4e session de la commission mixte entre la République de Turquie et la République de Djibouti, il faut parfois rappeler certains repères, certaines références historiques. M'étaler dessus, mais j'aimerais quand même raconter une petite anecdote concernant certains chants folkloriques. Une jeune fille qui est en train de se marier, elle la compare souvent au phare d'Istanbul. Mais c'est plutôt la lumière qui guide, qu'il dégage, c'est la symbolique, plutôt que son esthétique. Ama estetiğinden öte asıl güzelliği oradaki etrafa saçmış olduğu ışıktan kaynaklanıyordu. Et des tournants dans les relations entre les deux pays. Excellence, je ne reviendrai pas sur tous les sujets que vous avez évoqués, qui sont dans l'ordre du jour de cette 4e session de la commission mixte. Bu 4. Karma Ekonomik Komisyon toplantısının gündeminde olan ve dile getirmiş olduğunuz konuların her birine teker teker değinmeyeceğim Sayın Bakan. J'aimerais surtout saisir l'opportunité qui m'est offerte ce matin pour adresser mes sincères remerciements et mes félicitations aux deux équipes techniques qui ont beaucoup travaillé sur ce procès-verbal. Bana verilmiş olan bu vesile sunmuş olan bu fırsattan faydalanarak ben gerçekten de samimi bir şekilde gönülden iki teknik heyete de son derece önemli ve aslında gönülden çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Et je me fais également un devoir pour remercier le gouvernement et le peuple turc pour toute l'assistance que votre pays apporte à Djibouti dans les différents projets que vous avez évoqués, notamment celui du barrage, la géothermie, la faculté d'ingénierie, la zone économique spéciale qui va certainement être développée. Nous savons que le président Erdogan souhaite que la Turquie s'ouvre de plus en plus sur l'Afrique subsaharienne. Djibouti est une porte d'entrée sur les marchés de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Ces dernières années, nous avons investi 10 milliards de dollars en infrastructures seulement.
Nous avons des infrastructures de premier plan avec des standards et surtout des performances appréciées non seulement sur le continent africain, mais à travers le monde aussi. Nous avons 6 ports spécialisés, une ligne de chemin de fer électrique, une zone de libre-échange international et une zone industrielle qui est en plein développement. Mais il faut que les sociétés, les hommes d'affaires turcs viennent s'installer à Djibouti pour profiter de ces opportunités qui sont disponibles sur place. Un autre élément qui est très important, c'est le développement des ressources minières à Djibouti. Des scientifiques turcs venus de l'université d'Ankara ont pu voir de leurs propres yeux le potentiel qui existe dans l'exploitation des minéraux rares comme le titane ou la terre rare ou le fer noir, d'autres matériaux ou minéraux très rares qui existent en quantité très importante dans notre pays. Nous souhaitons que la Turquie puisse nous accompagner sur un programme appelé Zéro bidonville que nous essayons de faire financer et promouvoir par la communauté internationale. Toujours en marge de la commission mixte Djibouti-Turquie qui a eu lieu à Ankara le 18 et le 19 février 2020, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, s'est entretenu avec le vice-ministre du commerce, Rizai Tunay, au siège du ministère à Ankara. Les discussions ont porté sur l'importance des échanges commerciaux entre les deux pays. En effet, les échanges commerciaux, tant en volume qu'en valeur, ont connu une importante croissance au cours des 3 dernières années. Pour dynamiser encore plus ces échanges et élargir les domaines de coopération, le ministre a insisté sur l'importance de développer la zone économique spéciale octroyée à la Turquie en 2015. Le vice-ministre turc du commerce a reconnu l'importance que revêt ce projet de développement de la zone économique spéciale et a exprimé sa volonté d'accélérer sa mise en œuvre. Aussi, il a été convenu l'organisation d'une réunion prévue au mois de mars 2020 à Djibouti entre les acteurs du secteur privé turc et les autorités dans le but de discuter des opportunités qu'offre la zone économique spéciale. Le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakr Omar Hadi, qui a été présent à cette réunion, s'est quant à lui engagé à mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour la réalisation de ce projet de zone économique spéciale. Nous restons toujours en Turquie où, en marge de la commission mixte à Turquie, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, s'est entretenu avec le président de l'agence turque pour la coopération internationale, autrement dit la TICA, Serken Kayalar, au siège de l'agence à Ankara. À l'heure du jour de cette rencontre, il a été revu les relations de partenariat entre la République de Djibouti et l'agence TICA, notamment différents projets réalisés ou en cours à Djibouti. Les deux responsables se sont félicités de l'excellente relation et lien existant entre les deux pays sous le leadership des présidents, son Excellence Ismail Mergele et Recep Tayyip Erdogan. Les échanges ont également porté sur le projet de construction de l'hôpital pédiatrique Mère Enfantin à Djibouti par l'agence turque. Il nous faut rappeler que ce projet de construction a été initié lors de la visite officielle du président Erdogan à Djibouti en janvier 2015 par les deux premières dames, à savoir Mme Khadr Mohamed Haïd et Mme Emin Erdogan. Le ministre a également sollicité le soutien technique de la TICA dans le renforcement des capacités de développement des opportunités pour la jeunesse djiboutienne. Aussi, il a été convenu par les deux parties de réaffirmer les relations entre les deux pays, notamment par l'implication de la TICA dans le développement socio-économique du pays. Ont participé à cette rencontre une délégation composée de la directrice générale du CLE, Mme Oubah Ahmed Malo, du directeur des opérations du CLE aussi, Cheikh Mohamed Abdallah, ainsi que de la directrice des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances, Mme Nasteho Salah. On reste toujours en Turquie où le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Ghedi, a été reçu par son homologue turc Fatih Domez en marge de la 4e commission Djibouti-Turquie qui a débuté ses travaux, rappelons-le, le mercredi à Ankara. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine des énergies dites propres. M. Younis Ali Ghedi a rappelé que cette occasion, quand l'indépendance plutôt énergétique de notre pays sera basée sur les énergies renouvelables et en particulier la géothermie, dont le potentiel est estimé à plus de 1000 MW. Les deux hauts responsables politiques ont convenu également de poser les jalons d'une coopération fructueuse dans le secteur des mines. Pour rappel, la Turquie est l'un des partenaires principaux du programme de développement national de la géothermie, tant dans ses phases à l'exploitation que dans la formation du capital humain. Djibouti, qui utilise actuellement 65% de l'énergie hydroélectrique, en
provenance d'une ligne interconnexion électrique avec l'Éthiopie voisine, ambitionne de devenir le premier pays africain à utiliser 100% d'énergie verte à la fin de cette décennie. On revient à Djibouti. Ce soir, nous allons parler d'un sujet sur la région de l'Unité, pour où les activités commerciales sont aussi florissantes qu'avec le commerce et le transport des bétails. La région est réputée pour importer du bétail à partir des pays voisins pour être acheminé vers la capitale, pour les besoins du marché local ou pour l'exportation. Grâce à cette activité commerciale, une chaîne de transporteurs de bétail constituée en un syndicat a été créée et les activités se sont développées avec une forte augmentation du parc automobile de la région. Un sujet réalisé par nos collègues Abdelrahman Mohamed et Mohamed Shibashi et Hamza Mohamed. 7 h du matin, les troupeaux sont rassemblés sur les sites de chargement à l'entrée ouest de la ville de Dikil. Le commerce du bétail, une activité ancestrale de la région de l'Unité. Depuis des décennies, la région est réputée pour importer du bétail à partir de l'Éthiopie et les acheminer vers la capitale et les régions côtières. Grâce à ces commerces, une chaîne de transporteurs constituée en syndicat s'est développée dans la région. Les membres, propriétaires des camions de transport, ont doublé voire triplé leur parc automobile. Des vieilles camions obsolètes dont le rendement devenait moindre, ils sont passés à du mécanique plus récent. Une transformation due à l'accroissement de cette activité traditionnelle de la région. Une activité qui rapporte de plus en plus. Lorsque nous recevons du bétail, c'est un nombre suffisant. Nous chargeons jusqu'à 10 camions par jour, au moins 8. La majorité de ces camions vont à Obok et de temps en temps à Djibouti. Nous tirons profit de cette activité. Les propriétaires ont acquis de nouveaux camions. La situation est aujourd'hui plus satisfaisante. Nous payons aussi des taxes sur les bêtes qui vont à Obok. Après avoir rassemblé l'ensemble de bêtes de la journée destinées à l'exportation, chargeurs et superviseurs se mettent à l'œuvre. Les bêtes sont difficiles à gérer, mais les jeunes savent ce qu'ils font. Le transport de bétail emploie, selon les syndicats des camionneurs, près de 50 personnes par jour. Des jeunes qui aident les 80 chauffeurs à gérer et charger les troupeaux. Des chargeurs qui gagnent au moins 2000 francs une demi-journée. Et un peu plus quand il y a plus d'activités. Un secteur qui permet à la région de lutter contre la précarité, et particulièrement chez les jeunes. Pour harmoniser les tâches, les transporteurs et revendeurs ont mis en place une organisation. Ils reviennent pour nous sur la répartition des tâches ainsi que le prix. Tout se passe bien pour nous grâce à notre organisation. Nous avons un comité qui travaille ici. Il y a aussi des chargeurs et des pointeurs pour faire des bons. Des pointeurs qui, comme moi, établissent des bons et qui permettent de franchir le parage. Si les camions ne respectent pas ces règles, ils ne peuvent pas sortir. Nous transportons les bêtes des éleveurs et des acheteurs. Tout ce que nous faisons, c'est de transporter et le prix est de 300 francs pour les chèvres et 1650 francs pour les bêtes plus grandes. Pour une meilleure organisation de ces secteurs, la DDS a construit un parc à bétail que tous les transporteurs utiliseront désormais. Les explications avec le préfet de la région, Adan Darar Moussa. Il est censé accueillir tous les bétails et permettre l'acheminement sur Djibouti. Et peut-être, pourquoi pas, parce qu'on en discutait il n'y a pas longtemps avec le ministère de l'Agriculture, une zone de quarantaine. Il faut non seulement convaincre les transporteurs, mais également convaincre les revendeurs et les propriétaires pour utiliser également le parc. Et je pense qu'il y avait certains petits détails techniques qui également manquaient à l'infrastructure. Donc ils vont être réglés au plus tard d'ici 2 semaines. Et techniquement, d'ici 2 semaines, comme on en a vu, comme on en a discuté, je pense bien sûr, tout le bétail partira du parc à bétail et ce sera utilisé. En plus d'employer près de 100 personnes par jour, chauffeurs, chargeurs et négociateurs, les secteurs du transport et en particulier celui du bétail génèrent des recettes sous forme de taxes et contribuent au développement de la région. On reste toujours à Dikil où une équipe du département du secrétariat d'État chargé des affaires sociales et autres partenaires ont poursuivi leur programme national Solidarité familiale, PNCF, pour le dernier trimestre de l'année précédente, consécutive du paiement dans le secteur
de la sous-préfecture de Yoboki, ainsi que dans les périphéries de Dikil. À cet effet, plus de 683 ménages ont bénéficié d'un transfert monétaire de 30 000 francs par trimestriel. Les travaux de la distribution ont commencé avant-hier par la localité de Galabous, avant-hier et a parcouru hier matin tout le long de la localité de Hanle 1, Hanle 2, ainsi que la localité de Harougou à Dakar. De ce fait, la secrétaire d'État chargée sociale, Mme Osman Aden, se félicite de la réussite du programme du PNCF pour les ménages les plus vulnérables. Nous vous rappelons ici que nous ayons à payer 683 ménages dans la région de Dikil. Et comme à l'accoutumée, cette mission se passe chaque trimestre de l'année. Tous les 3 mois, nous allons dans toutes les régions où nous payons dans chaque région un bon effectif. Ménages éligibles à ce programme du programme PNCF, Programme national de solidarité famille, qui ont été enregistrés, ciblés, enregistrés. Le médiateur de la République poursuit sa tournée de sensibilisation dans les 5 régions de l'intérieur. Cette fois-ci, il s'est rendu à la région d'Arta. Était présent le médiateur de la République, M. Qassim Issa Osman, des parlementaires de la région, du préfet de la région, M. Cheikh Mohamed, du président du conseil régional, Elmi Beuh. En signant conjointement un protocole d'accord, la visite du médiateur a pour but de faciliter le dépôt des doléances des usagers de l'administration, en créant dorénavant un petit comité dans chaque région composé des parlementaires de la région, du préfet de la région, du président du conseil régional. En signant conjointement ces protocoles d'accord, visant à prendre l'engagement de servir, d'assurer et d'orienter, d'écouter les réclamations, les doléances des usagers et de l'administration dans la région. Voici les propos du médiateur. sababta aan u soconno waxa weeyaan marka meel la tago dama dadka ama waxbaa loo geeya ama waxbaa laga doonta wax wanaag baan ila nimidnay waxa weeyaan maalimahan waxaan aragnaa. Autre nouvelle du pays, on reste toujours à Arta où les habitants d'Arta ont participé activement à une opération de nettoyage. Cette opération de nettoyage s'est déroulée en présence du préfet de la région de Arta, des parlementaires de la région, comme le groupement de tissus associatifs local et des femmes actives, des représentants des jeunes des différents quartiers de la ville de Arta avec la participation de l'armée et de la gendarmerie. Tous étaient unis pour arriver à bout des ordures ménagères qui s'amoncelaient dans certains secteurs de la ville de Arta. Rappelant que nombreux ont donc été les bénévoles et les femmes jeunes leaders du quartier à mettre la main à la pâte et pour un ramassage de grande envergure dans plusieurs zones géographiques de la préfecture de Arta, comme le corridor. Retour à Djibouti, où la salle polyvalente du LIC industriel et commercial de Djibouti, le LIC, a abrité mercredi dernier la clôture de l'atelier de formation éducateur en activités physiques et sportives adapté pour les personnes à besoins spéciaux. La salle a rassemblé une vingtaine d'enseignants de l'école publique et privée pour les personnes à besoins spéciaux. Cet atelier avait pour objectif de former les enseignants dans ces domaines qui est le sport afin qu'ils répondent aux besoins de la personne en situation de handicap en utilisant une activité sportive comme support, les activités physiques permettant de travailler à la fois les capacités physiques, mais également les capacités intellectuelles. Pédagogique des enseignants. Donc, on avait fait appel, l'agence a fait appel à Madame Anaïs Martinet, une spécialiste sur l'handisport, les sports spéciaux et adaptés aux élèves à besoins spéciaux. Les élèves, on a même mis en place des activités sportives sur le terrain aussi. C'était une formation pratique et théorique. Autre nouvelle du pays, l'Institut africain de Djibouti a tenu
durant une semaine un séminaire pour des jeunes étudiants au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Séminaire animé par des experts, notamment par Abdelkarim Hamel Hassan et le directeur général adjoint qui, durant cette semaine, a sensibilisé et encouragé la jeune génération djiboutienne à devenir autonome et à voler de leurs propres ailes. S'engager dans la vie active avec un élan d'encadrement des agents du centre à travers des projets innovants. Le Centre de leadership et d'entrepreneuriat est une structure dédiée aux entrepreneurs ainsi qu'aux porteurs de projets souhaitant créer leur propre entreprise. Par exemple, là aujourd'hui, nous sommes au centre d'entrepreneuriat, au Clé, centre de leadership et d'entrepreneuriat. J'ai aussi fait ça l'année dernière personnellement. J'ai quelques projets que j'avais en tête et grâce à l'IAD et grâce au Clé aujourd'hui, je peux avancer dans mes projets et ainsi avoir un bel avenir dans le futur. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais à Djibouti, il y a beaucoup de problèmes au niveau des salaires, au niveau du chômage, il y a de plus en plus. Du coup, c'est pour ça que j'incite les gens à faire leur propre business, à avoir leur propre commerce. Comme mon collègue précédemment, il a dit, Malik, lui c'est mon ami, c'est mon collègue, il est avec moi. Il a son propre entreprise et ça avance bien. Et j'encourage tous les autres jeunes femmes, jeunes étudiants ou même les grandes personnes à être comme eux pour pouvoir ainsi avancer et ainsi contribuer au développement du pays Djibouti. Notre équipe a recueilli quelques réactions lors du séminaire qui s'est déroulé au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Privé d'enseignement supérieur, bien sûr, et pour la formation professionnelle. On a un business school et une école, un département ingénierie. Cette semaine, on est en train de célébrer la semaine de l'entrepreneuriat et du leadership et bien sûr du développement personnel. Ça a commencé les samedis, c'est l'aboutissement aujourd'hui les jeudis. On est en train de sensibiliser la jeunesse djiboutienne de façon générale et en particulier les étudiants de l'Institut africain de Djibouti à l'entrepreneuriat, au leadership, aux opportunités qui existent dans l'entrepreneuriat, bien sûr, parce que la fonction publique est vraiment saturée. Elle est vraiment saturée, donc on sensibilise les jeunes à entreprendre dans les opportunités des technologies de l'information, dans les biotechnologies, dans l'agriculture, dans les commerces. On est en train de les sensibiliser pour cette semaine. On avait le choix en fait entre faire cette discipline comme matière ou bien les faire comme séminaire. Nous, on l'a choisi de faire comme séminaire parce que c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus enrichissant et on fait participer tout le monde. C'est des journées open, c'est une semaine open. On avait choisi de procéder ainsi. Pour les jeunes que nous accueillons ici à l'IAD, qui sont en formation, bien sûr en formation supérieure, ils ont entre la tranche d'âge entre les 17 ans jusqu'à 40 ans. Parce qu'il y a la formation continue, il y a des personnes âgées qui veulent se former, qui n'ont pas eu l'occasion en étant jeunes peut-être de se former. Et puis, mais généralement, ils ont la tranche d'âge entre 17 ans et 40 ans. Au nord, à présent, où la station Rubis de Tadjoura a été inaugurée en octobre 2018, a organisé hier une importante cérémonie en son sein qui a vu la participation de nombreuses personnalités composées des directeurs généraux du Rubis, représentants du ministère de l'Énergie, l'autorité de la région, le préfet de la région, le président du conseil régional, les parlementaires ainsi que les autorités traditionnelles telles que le vizir de Tadjoura et des représentants de la société civile, sans oublier la grande famille de Daoud Ahmed Adeb. Dans la région, ont répondu présent à cette cérémonie. La station Rubis intègre désormais de nouveaux services, une cafétéria, les partenaires des médias groupes de Canal+, ainsi que le transfert monnaie électronique. Cependant, avec la redynamisation de ce service, il est incontestable que les opportunités de l'emploi profitera davantage à la jeunesse de Tadjoura. Déjà, grâce à ce partenariat, la station Rubis a embauché plus de 10 jeunes Tadjouriens. Avec ce multiservice et des infrastructures portuaires routières de la région de Tadjoura, est appelé à devenir un pôle économique où le prospèrent les activités économiques capables de propulser le développement de la région. Voici les réactions prises par notre équipe lors de la cérémonie qui s'est déroulée à Tadjoura. D'avoir pu parvenir à redémarrer cette station-service que mon père avait créée il y a 40 ans de cela. Cette station-service, on l'a ouverte officiellement il y a 16 mois. Aujourd'hui, c'est un pôle commercial qui vient s'y rajouter à cette station, c'est-à-dire des activités connexes qui permettront à la station de souffler un peu.
le volume de vente étant ce qu'il est, la petitesse de parc automobile dans les districts des régions de l'intérieur n'autorise pas pour le moment une période où on pourrait arriver à trouver un équilibre financier. Ceci étant, comme je vous l'ai dit, pour nous, il ne s'agit pas de faire des bénéfices, mais avant tout, c'est de redémarrer une activité qui était celle de notre famille. En deuxième lieu, et c'est le point de la flarbonnerie, je tiens à féliciter le président de la République et son gouvernement pour l'édiction des règles de droit en matière de régulation, de vente, de stockage des carburants. En effet, jusqu'à l'édiction de ces règles de droit, l'adoption de cette loi portant régulation des activités hydrocarbures, le gros distributeur de la place réchignait à parrainer l'ouverture d'une station dans les régions de l'intérieur, c'est pour des motifs surtout d'ordre économique. Cette loi, c'est grâce à cette loi qui contraint ces distributeurs à au moins ouvrir une station dans les districts de l'intérieur qui a permis d'arriver au résultat qui est le nôtre aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, et en tout cas, on est très contents. Au nom de ma famille, je tiens à exprimer mes remerciements aux honorables parlementaires qui honoraient de leur présence cette cérémonie, et surtout aux préfets, au président du conseil régional, aux autorités coutumières, aux vizirs, qui ont honoré également de leur présence la tenue de cette cérémonie d'aujourd'hui. Écoutons à présent les quelques mots du préfet lors de la cérémonie. De prendre part à l'ouverture d'un pôle, je veux dire commercial, qui comprend une cafétéria sous l'enseigne Au Délices, d'un partenaire de Media Group, partenaire du Canal+, le tout une agence de transfert de monnaie électronique, service des Nomadcom. Inaugurée en octobre 2018, la nouvelle station propose aux automobilistes de Tadjoura et aux visiteurs une gamme de produits de qualité de toutes versions. C'est un grand atout que les locaux des stations de service se transforment en un véritable pôle commercial qui redynamise cette région. Vous êtes nombreux à avoir permis cette réalisation. C'est pourquoi je tiens à remercier tous les acteurs de ces projets ambitieux et plus particulièrement la société Rubis, ici représentée par son directeur général. Mon espoir est que les gens de passage et les Tadjouriens soient de plus en plus nombreux à pousser la porte de la station Rubis, qui doit devenir un lieu de vie. Ce centre commercial multiservice va permettre de renforcer le devenir de la région de Tadjoura avec le port et la route numéro 11 de Balhou, puisque la ville blanche deviendra encore plus dans les mois à venir le gosier économique du nord de notre pays et de l'utopie de notre géant voisin, l'Abyssinie, l'ancienne Abyssinie, l'Éthiopie. Direction Ali Sebié, où une caravane médicale multidisciplinaire conduite par le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sebié, Dr Ahmed Absiye et Mohamed Sougainan, composée d'un groupe de médecins spécialistes, généralistes, d'une sage-femme et d'un infirmier, se rendue dans la localité de Holhol. L'équipe des spécialistes a ainsi effectué des consultations et dispensé des soins. Les équipes des spécialistes ont effectué des consultations et dispensé des soins à des patients qui se sont déplacés en masse, qui ont profité d'une mini-caravane et des spécialistes, à savoir la consultation gynécologique, l'oréelle, viscérale, ophtalmologique, pneumologique, stomato et pédiatrique. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers ses stratégies, compte rapprocher les soins à la population des régions en déplaçant les médecins et paramédicaux. Le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sebié, Dr Ahmed Absiye et Mohamed Aynan Sougé, s'est réjoui du déroulement de la caravane visant à fournir des soins. Dans la continuité des tournées portant sur le rapprochement de l'administration aux administrés, le préfet de la région de Dobok, Abdelmalik Mohamed Banoïta, poursuit sa visite dans les différentes localités de la sous-préfecture Dobok. Dans son déplacement, le préfet était accompagné par le président du conseil régional, Mohamed Ismail, et le chef de corps de l'armée, le colonel de Ali Warsama, une équipe médicale dirigée par le médecin-chef et les conseillers pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale. À l'arrivée, le préfet et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le sous-préfet, M. Ahmed Ali Mohamed, et de la population haute.
Après l'accueil, le préfet a effectué des visites du terrain, à savoir leurs infrastructures éducatives, suivies de la distribution des cartes d'identité. L'équipe médicale a prodigué des soins médicaux allant des soins aux vaccinations. À l'issue de la réunion avec les habitants de la localité, il a été décidé d'améliorer la collaboration et de mettre en place un mécanisme de priorisation des besoins dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et de réduire leur vulnérabilité. Il est ainsi question d'agir avec abnégation et efficacité afin que les actions trouvent un écho favorable dans le développement communautaire. Enfin, dans la page sport, journée porte ouverte au Techball CDC de Carte 3, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La fédération Techball a lancé hier une campagne de vulgarisation et de sensibilisation. Cette nouvelle discipline auprès des jeunes, cette campagne s'inscrit dans la ligne droite de la politique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, mais aussi à celle du comité olympique qui ont élaboré un plan de développement social de fédération dans le cadre de la fédération Techball. Rablan qui va sillonner la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur, en organisant des journées portes ouvertes au sein des CDC, mais aussi de faire connaître cette discipline auprès des jeunes et les initier à les inciter à pratiquer du Techball. Et enfin, dans l'actualité internationale, des veilles en Allemagne au soir des tueries racistes de Hanau, dans la capitale Berlin, comme dans une cinquantaine d'autres villes, des centaines de personnes se sont rassemblées en hommage aux 9 morts et au soutien aux 6 blessés de la ville de Hanau, près de Francfort. Hanau, même le président allemand, Frank-Walter Steiner, est revenu rappeler que la solidarité est le meilleur remède contre la haine. Rappelant que c'est aussi au petit matin de jeudi que le tireur a été identifié. Il s'agissait de Tobias Rodgen, 43 ans, qui a été retrouvé mort chez lui avec sa mère et qui était peut-être sa 10e victime. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.